Arc-en-ciel avec Abdilatif. L'info libre et crédible. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Mesdames et messieurs, nous sommes heureux d'être en ligne dans l'émission Arc-en-ciel avec Madame Florence Bergeau. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Il faut bien préciser à notre auditoire que Madame Florence Bergeau est anthropologue chargée de recherche au CNRS, en poste au laboratoire du groupe Société Religion Laïcité de le EPHE. Et ma première question, si vous le permettez, Madame, donner une brève présentation de l'écosystème du halal qui fait l'actualité et surtout sa différence par rapport au cache-route qui date d'un certain temps. D'abord, merci de votre invitation. Je suis heureux de pouvoir m'exprimer un peu sur ce sujet, donc plutôt à un auditoire musulman. Merci. Donc, si vous voulez, je pense qu'on parle beaucoup du halal. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. C'est un objet public et qui est devenu politique, pas seulement religieux. Et ça s'appuie généralement sur un grand malentendu, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce que veut dire halal sur le marché, ni la structure productive, la régulation, les phénomènes de consommation, etc. Donc dans mon travail, que je mène maintenant depuis plus de 20 ans, j'ai essayé de reconstituer l'histoire de ce marché halal qui, et les jeunes ne le savent pas forcément, est relativement récente. Alors, si vous voulez, commençons par le début. D'abord, il y a trois usages de ce terme halal. Il y a d'abord l'usage théologique. Si vous voulez, dans le Coran, halal, c'est ce qui est permis, donc tout ce qui n'est pas interdit. Dans le marché, par contre, sur le marché, dans le commerce, les industries, halal va plutôt à ce qui est prescrit aux musulmans. Donc c'est un changement de définition. Donc on aura la viande, les bonbons halal maintenant, mais aussi le tourisme halal, le bikini halal, c'est le burkini, et tout ce qui est mode dite pudique appartient donc au marché halal. Et puis il y a un troisième usage de ce terme qui est l'usage sociologique, ou que moi j'appelle l'espace normatif, c'est-à-dire le halal, vivre dans le halal. Alors faire le halal, le mariage, et puis maintenant on parle aussi du halal way of life, c'est-à-dire le style de vie halal. Donc tout ça, c'est un développement qui a eu lieu entre les années 1980 et aujourd'hui. Donc ce dynamisme du marché halal, il est dû d'abord au dynamisme de l'islam dans le monde. C'est une religion prosélyte, c'est-à-dire qui a vocation à s'étendre. C'est lié aussi à son développement démographique. Le nombre de musulmans dans le monde augmente. C'est dû aussi à l'engouement des investisseurs, des firmes multinationales, puisque par exemple Nestlé, c'est un des plus grands producteurs de halal dans le monde. L'engouement des banques, de la grande distribution, et puis l'attrait que suscite depuis un certain nombre d'années maintenant le style halal chez les jeunes, et tout cela est en train de former ce que moi j'ai appelé un écosystème halal, qui est fait d'objets, de services, d'espaces, de modes de consommation et de culture halal. Donc si vous voulez, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que halal aujourd'hui n'est plus ce que voulait signifier en fait halal au début des années 80, quand quand ce marché a commencé à se constituer. C'est devenu une sorte d'espace normatif et non pas seulement un abattage rituel. Donc ça c'est une chose. Donc ça veut dire que le marché halal est né donc dans les années 1980. Je pourrais vous expliquer un petit peu dans quelles circonstances. Alors que la cache-route est un système très ancien qui est né bien avant l'industrialisation, qui s'est industrialisé par la suite, mais qui est né bien avant cela, qui a permis à la diaspora juive disséminée autour du monde de maintenir en fait une forme de communautarisme
et de négocier ces liens avec les États. Voilà. Donc c'est un système et une religion qui n'est pas prosélyte, qui n'a pas vocation à s'étendre. Donc c'est un système qui est tout à fait différent du système halal. Cependant, la cacheroute a fortement inspiré ce que j'appelle les halal makers, c'est-à-dire les inventeurs, les créateurs du halal dans les années 1990, et notamment par exemple AVS, qui est le premier prototype d'association de contrôle halal, s'est beaucoup inspiré du système de la cacheroute, grâce notamment à la présence d'un des fondateurs qui était juif converti à l'islam lui-même. Et donc, si vous voulez, ces groupes de jeunes qui ont commencé donc dans les années 90 à vouloir surveiller la viande, l'abattage rituel, ont complètement bouleversé la règle du jeu halal. Alors pourquoi je dis ça? Parce que avant les années 90, les musulmans se préoccupaient pas de façon minoritaire encore de l'abattage rituel. Alors ceux qui étaient les plus sensibles à cette question d'abattage rituel allaient s'approvisionner chez les boucheries cachères, les boucheries juives, parce que c'était la seule garantie d'abattage rituel qu'ils trouvaient. Quant aux autres, soit ils se servaient chez le boucher maghrébin parce qu'ils le connaissaient, etc., mais ils ne renonçaient pas nécessairement à la viande des boucheries dites françaises, tout simplement en vertu du verset 5 de la sourate 5 du Coran qui dit que la nourriture des gens du livre, donc des chrétiens et des juifs, est licite. Donc ce système de contrôle par tiers qui a copié la cacheroute, en fait, a été mis au point dans les années 90 par des groupes qui étaient plutôt proches de ce que j'appelle les groupes fondamentalistes, c'est-à-dire les groupes de l'islam qui veulent revenir au fondement des pieux anciens, une sorte de salafisme au sens propre du terme, pas au sens dérivé qu'on a aujourd'hui. Et donc ces groupes-là, ce sont eux finalement qui ont changé les règles du jeu et imposé une autre façon de considérer le halal, qui ensuite s'est élargi considérablement pour des raisons que j'explique. Et il y a eu une surenchère normative, si vous voulez, où on a cherché le halal plus que halal. Dans les années 90, ces groupes-là ont finalement commencé à introduire de la méfiance. Avant, si vous aviez ce que j'appelle la chaîne de responsabilité, où la personne qui mangeait une viande dont il n'était pas sûr qu'elle soit halal, la mangeait quand même en reportant la faute sur le boucher. Finalement, si le boucher m'a vendu comme halal cette viande, ce n'est pas ma faute si elle ne l'est pas. De même, le boucher pouvait vendre une viande, s'il avait été trompé, c'est l'abatteur ou l'abattoir qui prenait sur lui la faute, mais lui n'était pas responsable. Et tout cela a changé avec ce nouveau modèle basé sur la responsabilité individuelle et non plus collective. Et ça, bien sûr, ça a entraîné une compétition accrue dans le monde du halal, et tout le monde a voulu faire plus halal que halal. Et donc il y a eu des conditions aussi économiques favorables. Les années 90, ce sont les crises sanitaires, et notamment la vache folle, donc les prix s'effondrent, et c'est très facile à l'époque d'ouvrir une boucherie. Donc vous voyez, il y a eu un dynamisme créé par cette dynamique de la méfiance. Je ne sais pas si je suis claire. Non, assez clair, madame, assez clair. Moi, l'idée qu'on essaie de développer, et surtout par rapport à notre auditoire, il y a cette évolution dans le temps, comme vous l'avez bien dit, madame. Il y a une évolution dans le temps de ce marché halal qui a commencé, bien entendu, avec l'arrivée, donc les périodes du regroupement familial, grosso modo, si on prend un petit peu l'histoire de l'immigration. Donc, il y a ce côté-là. Mais vous êtes sociologue, vous savez, vous connaissez un petit peu la société, comment ça fonctionne. Il y a cette notion de la mondialisation qui s'impose sur tout le monde, même le cas pour les pays dits
dites musulmans. Donc, on constate, par exemple, dans d'autres pays comme le Maroc, l'Algérie, d'autres, hein, la Tunisie, l'alcool, il n'est pas interdit. Interdit, oui. Oui, Voilà. Donc, il y a cette mondialisation qui a permis à toutes les portes de s'ouvrir. Sauf que chaque société a ses coutumes, a son histoire aussi. Donc, c'est sur ce point-là que je pose ma deuxième question et je parle, bien entendu, sur l'impact psychologique et sociétal. Bien entendu, je parlerai de l'économie parce que c'est un autre volet sur l'économie ici en France. Est-ce que ce seuil de tolérance est atteint auprès des Français dits non musulmans? bien. Alors, il est un peu difficile de répondre à votre question sans continuer en fait l'histoire du développement de cette norme. Exact. Euh, dans les années, avant les années 80, avant l'invention du marché halal, on a commencé à exporter des viandes vers les pays musulmans, donc des pays non musulmans vers les pays musulmans, et c'est à ce moment-là qu'a été inventé ce que j'appelle le marché de la viande halal. Et chacun des pays musulmans avait ses propres règles. Donc ça, c'était très gênant pour les exportateurs puisqu'ils ne savaient pas comment adapter ces règles. Donc les exportateurs, les pays non musulmans en général, ont souhaité mettre en place une norme halal universelle, de façon à ce qu'on s'accorde sur les règles d'abattage, qu'elles ne varient pas d'un pays à l'autre, qu'il n'y ait pas de contrôle qui varie d'un pays à l'autre. Donc il y avait déjà, si vous voulez, une diversité des méthodes d'abattage. Il y avait même des pays qui ne se préoccupaient pas du tout de la méthode d'abattage, puisque les pays exportateurs étaient des pays souvent de tradition chrétienne. Donc, ce qu'ils vérifiaient simplement, c'est qu'il n'y avait pas de porc dans les cargaisons, par exemple. C'est ça. Donc, il y avait des variations entre eux qui sont liées à des variations d'école juridique, hein, rituelles. Chacun a sa façon de considérer donc ce qui est licite en matière alimentaire. Et ce qu'a fait la mondialisation, c'est finalement d'essayer de standardiser ce halal qui aujourd'hui a une définition relativement simple. C'est donc pour la viande, elle doit être issue d'un abattage rituel avec ou sans étourdissement, ça dépend des pays. Les produits ne doivent pas contenir d'alcool ni de porc, même à échelon microscopique, ce qui a un impact considérable sur ce qui est vendu, acheté, puisque la plupart des exhausteurs de goût, des conservateurs, etc., contiennent souvent de l'alcool ou même des détergents pour nettoyer la mise en bouteille, par exemple. On trouve de l'eau halal parce que il y a des machines pour nettoyer l'industrie d'embouteillage qui peuvent être nettoyées à l'alcool. Donc, si on trouve un micron d'alcool dans cette eau, alors elle n'est plus halal. Donc, du coup, vous avez des gens qui vont fabriquer de l'eau halal pour montrer que les machines ont été nettoyées sans alcool. Voyez. Donc, si vous voulez, à partir du moment où on déclare que n'est pas halal tout ce qui contient à l'échelon microscopique du porc ou de l'alcool, ça permet d'analyser pratiquement tout ce qu'il y a sur le marché alimentaire, cosmétique, médical, etc. C'est ça qui a considérablement élargi l'espace du halal et puis attiré les investisseurs qui se sont dit tiens, voilà un marché de niche intéressant qui va s'adresser aux milliards, plus d'un milliard maintenant de musulmans dans le monde. Donc vous voyez comment finalement une vision très dogmatique, très fondamentaliste du rite vient rencontrer des intérêts de firmes multinationales dans un environnement mondialisé, néolibéral. Vous voyez, et évidemment, ça a conduit des générations aujourd'hui qui sont nées dans les années 2000 à n'être plus confrontées à ce qui n'est pas halal. C'est-à-dire
pour eux, tout ce qu'ils doivent manger, faire, etc., doit être contrôlé, surveillé halal, si vous voulez. Et ça, c'est assez problématique dans certaines familles où il y a une espèce de surveillance entre les uns et les autres du halal plus que halal. Et puis, bien sûr, ça donne une visibilité à ces aliments-là, halal, dans l'espace social, dans l'espace public, qui finit par devenir problématique. Alors, c'est ce que vous appelez le seuil de tolérance, mais ce seuil je ne sais pas si on peut parler de seuil de tolérance, mais c'est vrai que le halal a une plus grande visibilité et surtout, il n'est pas accompagné par une pédagogie, c'est-à-dire que on comprend pas pourquoi les choses se mettent tout d'un coup à être halal, ou il faut porter un hijab running, la mode pudique, etc. Enfin, on comprend pas vraiment, les gens ne comprennent pas vraiment d'où ça sort. S'il vous plaît, et c'est quoi la raison selon vous que la société n'arrive pas à saisir, hein, donc à comprendre ce nouveau mode récent, comme vous l'avez bien dit dès le départ? Parce que, en fait, il remet quand même pas mal en question ce qu'on appelle le vivre ensemble. C'est d'ailleurs assez paradoxal que le halal se soit répandu au nom du vivre ensemble alors qu'il est plutôt hyper communautaire. C'est-à-dire que le halal, c'est pour les musulmans et de plus en plus par les musulmans selon des règles qui sont propres aux musulmans. Et dans un espace multiculturel, multireligieux et assimilationniste, comme le modèle français très ancien, ça fait forcément, ça fait problème. Ça ne matche pas, comme disent les Anglais. Et donc, je pense que les religieux sont restés très en retrait aussi, parce que les religieux n'ont pas forcément suivi le développement du marché mondialisé du halal, n'en comprennent pas ni la structure ni le fonctionnement. Et très souvent, quand moi-même je vais interviewer des personnalités religieuses, elles me disent presque en catimini, en fait, ce marché n'a aucun fondement théologique, mais je ne peux pas le dire tout haut parce que je me ferais, je serais mal vue. Ça serait trop difficile à expliquer. Sauf que, madame, sur ce point-là, si vous le permettez, ce marché de halal, comme vous l'avez bien expliqué, il rentre dans une dynamique internationale avec des firmes multinationales qui sont pas musulmanes, hein, qu'on soit clair. Bien sûr, voilà, bien sûr. donc c'est important. Absolument. Voilà. Et maintenant, c'est un petit peu les conséquences de cette niche, hein, donc moi je l'appelle niche assez importante économique, au détriment de certaines valeurs et notamment des pays dits conservateurs. Et on sait pertinemment que les Français, ils ont cette qualité, hein, donc d'un pays conservateur, et c'est ça qui fait parfois souvent la richesse de la France. Et ce paradoxe qui pose un réel problème. Alors, est-ce que peut-on dire que les musulmans eux-mêmes sont victimes d'une politique marketing de taille internationale où ils deviennent des consommateurs parce que ils ont l'apparence ou bien ils ont l'appartenance à une religion qui dit l'islam? En général, il faut arrêter avec la victimisation des musulmans. Si les musulmans choisissent le halal, eh bien, ils ont choisi le halal, point à la ligne. Effectivement, il y a un marketing islamique, mais ils ne sont pas obligés de le suivre. Ils peuvent aussi faire preuve d'indépendance par rapport au marketing. Hein. Ça, c'est le lot de tout citoyen, donc premièrement. Deuxièmement, il faut, je pense, que les autorités religieuses qui ne sont pas investies dans le marché, ce qui est assez rare en définitive, si vous regardez le CFCM ou les mosquées agréées pour l'habilitation des sacrificateurs, c'est-à-dire Lyon, Oui. Évry et la mosquée de Paris, sont quand même impliquées dans le marché halal, donc ne sont pas très clairs, pas très limpides quand il s'agit d'en expliquer les fondements théologiques. Donc ça, je crois qu'il faut que les autorités religieuses clarifient cela. Est-ce que vraiment il faut passer ses vacances dans des hôtels halal, aller dans des stades halal? Est-ce qu'il faut vraiment mettre un hijab running? Est-ce que le hijab est obligatoire? Toutes ces questions-là, il faut que ce soit
beaucoup plus clair. Il faut aussi que les musulmans qui ne suivent pas le halal ne soient pas excommuniés, ne soient pas considérés comme des apostats. Or, il y a un contrôle social qui s'appuie d'ailleurs sur un marketing très agressif, qui consiste à signifier à un musulman qui ne se plie pas aux règles du halal qui sont de plus en plus larges qu'ils ne sont pas musulmans. Et là, on se rapprocherait alors peut-être plus du modèle de la cacheroute qui existe et qui fonctionne, et qui permet à tout juif d'être juif sans garder la cacheroute. Vous voyez, vous avez par exemple dans le judaïsme une possibilité d'être juif libéral, juif traditionnel, juif orthodoxe, juif ultra-orthodoxe sans sortir de la communauté. Alors qu'il est très difficile dans le monde de l'islam d'être musulman sans être sur-musulman, sans toujours avoir à manifester la preuve qu'on est très très musulman par le halal, par ses comportements, etc. Donc ce contrôle social est à mon avis trop élevé et de là viennent tous les problèmes, mais aussi toutes les opportunités de marketing, et il faut faire descendre cette pression-là. Il est possible d'être musulman selon des rites qui diffèrent, selon des appréciations qui diffèrent, et à ce moment-là, je pense que la question du halal va se résorber d'elle-même. Bon, ça prendra du temps, parce qu'on n'en est pas là, mais c'est une possibilité. Donc, cela m'introduit à la question principale, et d'où le mot-clé dit par le président de la République, M. Emmanuel Macron, où il parle exactement, où il parle du séparatisme. Donc, selon vous, si j'ai bien compris un petit peu votre analyse, le halal peut entraîner le séparatisme? Oui, je pense que cette façon le marché halal tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, peut entraîner et entraîne de fait un séparatisme, puisqu'il prévoit pour les musulmans un mode de vie, une espèce de style de vie, une culture différente de tout le reste du monde. Donc forcément, c'est un séparatisme. Alors on peut apprécier ou pas, mais il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, c'est une forme séparatiste et elle concerne une population qui est très importante. Vous avez une forme de séparatisme aussi dans le monde juif, avec la cacheroute, mais elle ne concerne qu'une petite partie des juifs, qui elle-même est une population relativement plus petite. Donc il faut aussi qu'on admette la pluralité au sein de la communauté musulmane. Or, le halal va dans le sens opposé. Le marché halal tel qu'on le connaît aujourd'hui va dans le sens opposé. Sauf que sur le terrain, madame, je crois ça maintenant que vous allez me contredire, vous le savez pertinemment, qu'il y a un islam modéré, il y a un islam apaisé, comme on peut le qualifier chez d'autres. Ce n'est pas tous les musulmans qui s'appliquent à ces normes. Bien sûr. Et fort heureusement, quelque part. Il y a des pays qui donnent l'exemple. Je suis franco-marocain, madame, donc je connais le Maroc comme modèle de tolérance sur un grand nombre de chantiers, donc il y a un grand nombre de volets. Donc il y a ce côté-là, sauf que la société musulmane qui est partie intégrante de la société française, et il est là, il se trouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, visé par les autres, par les non-musulmans. Comme quoi, il suffit qu'il y ait quelques radicaux, quelques délinquants, j'ose dire, parce que pour être radical sur le plan islamique, il faut le faire parce que il y a un travail qui a été fait pour arrêter ce phénomène. Maintenant, c'est plus de la délinquance qui a pris de l'ampleur, et ça pose un réel problème chez les musulmans. Il y a des femmes qui sortent sans hijab. Ce n'est pas obligatoirement qu'elles portent un hijab, qu'elles ne portent pas l'histoire du foulard, tout le monde l'a entendu parler. On a vu des sociétés qui ont surfé sur ce phénomène dans la période où il y avait des soucis. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de malsain quelque part. Et c'est pourquoi tout à l'heure j'ai parlé de victimes. Je ne parle pas sur l'esprit de victimisation des musulmans vis-à-vis des malfaits de quelques-uns qui disent musulmans, et souvent, et les enquêteurs ils l'ont bien constaté, ce sont des gens manipulés, et on les voit sur Daesh, on les voit sur les champs de guerre. C'est des jeunes qui sont délabrés, des délinquants qui deviennent des radicaux. Mais ici en France, il y a un réel
problème pour la mise en valeur de ceux qui ne sont pas des radicaux, qui ne portent pas ces signes religieux d'une manière flagrante. Parce que vous parlez de mise en valeur, mais vous êtes dans un système qui a inventé la loi de 1905, donc la séparation de l'État et des cultes, Oui. et sur la base d'une idée assez simple qui est la religion dans son fort intérieur. C'est-à-dire que la religion, alors bien sûr, de droit, elle peut s'exprimer dans l'espace public, mais l'idée de fond, c'est quand même que les représentants de l'État ne peuvent pas manifester autre que leur neutralité. Donc, il y a quand même un esprit de la loi de 1905 qui dit, en gros, gardez votre religion et vos croyances pour vous. Donc ça, c'est l'histoire de la France. On ne peut pas l'enlever, on ne peut pas la faire disparaître sous prétexte qu'il arrive sur le territoire une autre façon de considérer la religion. C'est une composante qui existe. Alors on peut renégocier les choses, bien sûr, mais il faut que ce soit pour des bonnes raisons. Or aujourd'hui, le marché halal, c'est un marché qui est très clairement séparatiste, qui l'affirme. C'est pas un gros mot, séparatisme. Simplement, il affirme qu'il ne veut pas respecter les règles communes. Qu'il y a des valeurs communes, comme la protection des animaux, comme l'égalité homme-femme, qui sont remises en question par ces religions, et donc ça coince. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas une hostilité vis-à-vis des musulmans ou d'autres groupes religieux, mais c'est quelque chose qui fait problème dans le modèle qui a été d'intégration qui a été historiquement constitué. Il faut aussi comprendre ça. Maintenant, je suis pas en train d'évacuer le problème de la haine anti-musulmane qui existe bien dans les partis d'extrême droite, mais je crois que voir de l'islamophobie partout est absolument c'est faux et c'est une stratégie. C'est une erreur monumentale. Non, je dis pas le contraire, sauf que ce mot séparatisme, comme a été annoncé, c'est un mot fort, comme vous l'avez bien dit, tout le monde le dit, c'est un mot fort, sauf que c'est un mot qui vient d'arriver, c'est récent, très récent, jusqu'à maintenant on parle de communautarisme. Maintenant, oui, c'est vrai, mais c'est parce que moi je suis un petit peu d'accord avec ce terme, honnêtement, parce que voilà. Communautarisme, on a des groupes communautaristes depuis toujours, mais qui sont relativement repliés sur eux. Tandis que avec le modèle halal notamment, c'est un fonctionnement que j'appelle ummique, c'est-à-dire qui est extensif, qui vise à élargir la communauté. C'est pas un groupe replié sur lui-même, il s'agit de faire rentrer tout le monde dans l'espace du halal, si vous voulez. Pour certains, je suis pas en train de dire que toute la population est dans cette stratégie. Bien évidemment que non. Et je pense qu'il y a un jeu entre des fondamentalistes qui sont une minorité, mais qui sont très bruyants et très actifs, et le jeu et la mondialisation marchande, qui est assez problématique parce que elle casse les règles du jeu de la société démocratique, assimilationniste, républicaine française, et que ça entraîne forcément des conflits et qui vont retomber sur la population qui fait l'objet d'une pression incroyable, qui est la population musulmane. Beaucoup de musulmans confient qu'ils ne suivent pas le halal, qu'ils ne comprennent pas ces logiques, mais qu'ils ne peuvent pas en parler. C'est-à-dire que vous avez des musulmans qui vont acheter halal, manger halal, etc., parce que sinon, ils seront exclus de leur communauté. Et ça, c'est le problème. Oh, mais là, il y a la loi, madame. Donc, quoi qu'il arrive... on peut rien faire. On peut rien faire sur l'auto-censure que s'infligent les gens. On ne peut rien faire. Il faut le reconnaître dans certains quartiers séparatistes. Et je parle pas du salafisme, je parle pas de Daesh. Je parle d'un islam radical, mais fondamentaliste au quotidien. Sur des quartiers, madame, sur des quartiers ici en France. Sur pas mal de communes. Il faut le reconnaître. Non, juste pour clarifier ce point-là, parce que c'est crucial, parce qu'on s'adresse à des musulmans aussi.
Vous voyez, Oui, bien donc sûr que je c'est là, t'adresse c'est là. à mes Donc compatriotes musulmans, bien exactement. sûr, oui. Donc j'essaie de clarifier au mieux cette nuance, hein, quand même, qui n'est pas aussi facile, parce que jusqu'à maintenant il y a beaucoup de monde qui compare le séparatisme avec un fait politique. Vous voyez, donc c'est un autre débat. Là, on parle de séparatisme sur des faits religieux. Donc, à Oui, mais travers bien sûr, un mode de consommation, quelque part. c'est ça, mais c'est instrumentalisé par des groupes politiques. Faut pas être naïf. Justement, voilà. Donc, c'est là où je reviens à l'avant-dernière question, si vous le permettez, parce qu'il est en relation avec ce mode de consommation, avec cette influence de l'argent dans la religion. Donc, vous voyez, donc l'économie, Oui, la religion devient un instrument économique quelque part. oui. Donc, on parle pas de l'islam en tant qu'islam, en tant que religion. Non, on parle maintenant d'un mode, comme vous l'avez bien dit, d'une tradition. Donc, nouvelle, cette Pas tradition. seulement, parce qu'il y a quand même dans les textes religieux, et c'est bien ça que les groupes politiques mobilisent, il y a des textes sur l'économie dans l'islam, avec ses règles, etc. Vous avez toute une littérature qui vient de Hassan el-Banna ou de Maududi, qui établit des règles très précises sur l'économie en islam. Donc, ces groupes politiques ne sont pas seulement des groupes partisans, ce sont des groupes qui ont un projet de société. Vous l'avez bien dit, madame, au départ. Certes, vous l'avez bien dit et vous l'avez bien précisé le moment que vous avez parlé des années 79-80, donc pendant la vague, hein, donc de cette arrivée des regroupements familiales, et aussi la vague où les mosquées étaient construites, la quasi-totalité des mosquées étaient construites par des pays dits salafistes. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Et si pays... Avec les frères musulmans. Hein, et justement, quand j'ai dit les salafistes, pour moi les frères musulmans aussi, hein, donc c'est la totalité, hein, les deux. Hein. Donc je parle de ces pétrodollars au sens large du terme. Donc c'est ça. Mais voilà. pas seulement les pétrodollars. Vous voyez, c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il n'y a pas seulement les pétrodollars, il y a aussi les cerveaux qui travaillent pour les pétrodollars. Politique, qui travaillent pour les pétrodollars. Formalisé et qui ont mis en place des institutions d'enseignement, les écoles coraniques, qui ont ouvert des mosquées partout sur tout le territoire, qui ont été extraordinairement actifs, pas seulement parce qu'ils avaient de l'argent, mais aussi parce qu'ils avaient une idéologie très forte qui a été transmise aux plus jeunes. Ils se sont occupés très vite de réislamiser en fait les enfants issus de l'immigration marocaine, algérienne, tunisienne, et leur ont inculqué des idées en rupture d'ailleurs avec l'islam parental. C'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est ces générations-là, les générations halal qui existent aujourd'hui, qui sont adultes aujourd'hui. Et selon vous, c'est quoi les manquements de l'État français dans ce domaine à l'époque? Je pense qu'il n'y a pas eu de manquement. Par contre, il y a eu une intervention de l'État français dans la gouvernance de l'islam qui n'a pas été forcément ni comprise, ni bienvenue, ni d'ailleurs, selon moi, en cohérence avec la loi de 1905. Le bureau des cultes n'a pas eu une position très claire, est intervenu à mon avis trop souvent pour favoriser telle ou telle mosquée les unes contre les autres, et ça n'a pas aidé les musulmans à s'auto-réguler. Et ça a plutôt servi les intérêts de ceux qui étaient beaucoup plus malins, c'est-à-dire l'UOIF et les frères musulmans qui sont partis, eux, des régions, des villes dans les régions, et qui ont petit à petit réislamisé par le local, si vous voulez. Donc ça a plutôt... L'État est intervenu au niveau de Paris, de la mosquée de Paris, des représentants nationaux qui voulaient mettre en place, alors que tout s'est passé en fait au niveau local. Je suis d'ailleurs une des premières à avoir, une des seules d'ailleurs dans les années 90 à travailler sur l'islam au niveau local. On s'aperçoit que le CFCM, à l'époque il n'existait pas, mais la mosquée de Paris, etc., n'ont aucune influence sur ce qui se passe dans le tissu associatif local, tissu associatif économique local. C'est d'ailleurs ça qui m'a amené à travailler sur le halal, c'est que la question de l'abattage rituel a été une question politique locale très importante qui a porté au pouvoir local, si je puis dire, les frères musulmans.
Alors aujourd'hui, on se retrouve avec cet héritage-là de 30 ans de mauvaise gestion, d'ingérence aussi dans le culte musulman, et puis de ne pas vouloir connaître les vrais problèmes. Je pense que le marché halal est un vrai problème, mais il y a des enjeux économiques considérables, donc on ne veut pas regarder ça de près. On ne veut pas regarder les conséquences que ça a. Donc ça, à mon avis aussi, c'est une mauvaise gestion. Donc, on se trouve dans une situation de choix quelque part, et le souci qui se pose. Je sais pas. Il y a probablement un peu un choix de vouloir préserver les relations avec le Maroc, avec l'Algérie, à des niveaux très élevés, mais ne pas vouloir effectivement se rendre compte de ce qui se passe sur le terrain. Mais il y a aussi beaucoup d'incompétence. C'est-à-dire des gens qui ne connaissent pas le problème et qui ne veulent manifestement pas le connaître ou le comprendre. L'initiative de la MIF par M. Hakim El-Karoui se propose comme une solution sur un plan plutôt, comme vous l'avez bien dit, local aussi et national et peut-être international, hein, donc avec cette notion de financement sur la base du revenu du halal. Est-ce que c'est une initiative louable ou pas, en tenant compte de la deuxième association cultuelle qui accompagne cette association purement culturelle? Les musulmans font ce qu'ils veulent pour l'organisation de leur culte et la façon dont ils vont ramasser le denier du culte. Ça, c'est à eux. Ce que je reprocherais peut-être à l'initiative de la MIF et de M. El-Karoui, c'est d'être soutenu par le gouvernement. Ça me paraît encore une forme d'ingérence de l'État dans les affaires religieuses. Ça me paraît néfaste. Le risque, bien évidemment, c'est de reconnaître la norme halal, le standard halal tel qu'il est aujourd'hui régulé par le marché international, qui couvre tous les domaines, et de finalement renforcer le séparatisme dont je parlais au début. Alors, M. El-Karoui, dans son rapport, m'a beaucoup cité, d'ailleurs dans son rapport sur l'islamisme, de façon très claire et cohérente, hein. Mais en même temps, ces propositions sont tout à fait à rebours de mes recommandations et de mes conclusions surtout. Donc je ne sais pas exactement ce qu'il cherche, mais il a le droit, je veux dire, rien ne l'empêche. En revanche, le soutien de l'État me paraît malvenu. Parlons de la MIF, donc propose certifier les certificateurs qui ont déjà un réel souci par rapport à leur certification du halal. Donc il y avait d'autres intervenants avant vous, madame, dans cette émission, où on a parlé, même M. Bernard Godard, hein, que tout le monde le connaît dans le domaine. Oui, mais M. Godard a été peut-être une personne qui a peut-être mis le plus de frein à une vraie réflexion sur le marché halal et à sa compréhension. Donc voilà, M. Godard a eu ses fonctions aux renseignements généraux, puis au bureau des cultes, mais voilà, c'est quelqu'un qui a son opinion, qui a sa vision des choses, mais c'est pas un chercheur. Il faut quand même faire attention. Il avait son propre agenda, il l'a toujours. Mais moi, si je parle de M. Godard, je parlais par rapport à cette notion du halal, où il parlait sur, vu son ancien poste, hein, donc cette notion de certification, souvent, il n'y a pas de halal, vrai halal. Il y a que, on est en train de manger des tampons halal. Les musulmans, j'ose dire. Mais voilà, c'est le genre de discours qui ne mène à rien et qui montre l'incompréhension totale du système et de la structure et du fonctionnement du marché halal. De dire que c'est faux, que c'est vrai, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de vrai halal ou de faux halal. Il y a des règles qui sont établies et en fonction de ça, on respecte ou non ces règles. Mais le halal, non. Ça veut dire quoi le halal? Ça veut dire ce qui est licite. Donc ça ne veut rien dire en soi, ça ne dit rien précisément de ce qui est licite. Donc ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que les règles, par qui les règles sont établies et est-ce qu'elles sont respectées ou pas. Et ça ne peut pas être l'affaire de l'État ou de la puissance publique. Bien ça entendu. ne peut être que l'affaire des musulmans. Sauf que les musulmans, madame, comme vous le savez, sont déchirés. Le CFCM, si tout le monde le dit, il s'agit d'une coquille vide. Depuis un certain temps, les jeunes ne sont pas là, les femmes ne sont pas là, les convertis non plus. Donc, il y a
il y a une réelle représentativité des musulmans. Et c'est là où... C'est vrai, mais pourquoi? Je veux dire, il faut arrêter d'intervenir. Je veux dire, les musulmans sont des personnes adultes, responsables, qui sont parfaitement capables, à un moment donné, de trouver un consensus, une majorité, bref, une organisation. Il faut arrêter de les victimiser et de les infantiliser. Ça suffit, quoi. Justement, Donc, je pense que la communauté musulmane doit maintenant trouver ses propres ressources par elle-même, ce qu'elle fait très bien d'ailleurs. Hein. Je veux dire, je me souviens d'avoir échangé avec un des chefs de l'UOIF qui m'avait dit on n'a absolument pas de problème d'argent. Hein, donc l'idée, par exemple, que le culte musulman est très pauvre, il faut absolument trouver de l'argent du halal pour le financer, c'est une idée qui est vendue à la population française, mais qui est profondément fausse. Donc les musulmans sont des adultes, des personnes responsables et mesurées pour la plupart, donc à elles de trouver ces personnes la solution qui convient, sans faire appel, sans arrêt à l'État, et l'État ne doit plus s'occuper de cette question-là. De ce qui m'amène à la dernière question, si vous le permettez, madame, parce que c'est une belle introduction à ce qu'on appelle le pourquoi les musulmans n'arrivent pas à ce jour, à s'organiser, à s'auto-organiser sans intervention de qui que ce soit. Il y a ce qu'on appelle l'influence étrangère qui est assez importante et on le constate récemment, donc tout le monde l'a bien vu, avec le retour du Moyen-Orient, le retour des Émiratis, des Saoudiens, des Qataris aussi, sur le plan bien sûr culturel, sur le plan financement, sur le plan associatif, et dans une période de récession économique suite à la Covid-19, moi j'en pose la question, est-ce qu'il y a un avenir? Alors, bien sûr, heureusement, il faut être optimiste, il y a évidemment un avenir. Maintenant, il ne faut pas imaginer que la taxe sur le halal, qui par exemple financerait le culte musulman, empêcherait tous ces pays-là de continuer à vouloir influencer l'islam de France. C'est pas parce qu'on a plus d'argent dans une caisse que les autres caisses ne seront pas encore plus remplies. Il y a une surenchère aussi de ce côté-là. Donc je crois que c'est vraiment aux musulmans d'aujourd'hui de prendre conscience de leur histoire, d'être beaucoup plus soucieux aussi de théologie et moins d'influence et de contrôle social, de se détacher aussi de ces groupes fondamentalistes qui effectivement ont de plus en plus malheureusement d'influence, et de rester sur le pied, de résister finalement. Et aussi peut-être aux pays d'où viennent les Marocains, donc au Maroc, à l'Algérie, d'être moins, et le Maroc peut-être en particulier, si vous me permettez, de considérer peut-être moins les personnes d'origine marocaine comme étant 100% marocaines. Les Marocains résidant à l'étranger ce sont plus seulement des Marocains. Alors je sais bien que il y a des intérêts financiers, culturels, diplomatiques, etc. Mais à un moment donné, il faudra lâcher ces populations-là pour qu'elles se construisent véritablement dans un espace national avec ses particularités historiques. Je ne pense pas qu'il faut qu'on arrive à la 5e ou 6e génération de Marocains issus de l'immigration marocaine. Ça ne fait pas sens. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les pays lâchent leurs ressortissants. Écoutez, donc, message bien entendu. Et sincèrement, c'est la première fois qu'une personne parle de cette manière, sur cette façon de voir les choses, notamment vis-à-vis des Marocains, parce que le Marocain... Je pense que c'est une façon d'améliorer les relations entre les pays, entre les cultures, et que ça ne peut être que positif. Je dis pas le contraire, mais je dis pas le contraire, parce que le souci, juste puisque vous avez ouvert cette parenthèse du Maroc, je souhaite vous donner quelques informations qui, je pense, vous les connaissez. Vous savez, chaque Marocain au Maroc, quel que soit le pays là où il se trouve, quelle que soit sa nationalité, en arrivant à Tanger, il est marocain. C'est une loi. Le Marocain, il est marocain sur le territoire marocain. Il sort du Maroc. Il est sur sa nationalité. Je suis français ici. Au Maroc, c'est la nationalité marocaine qui l'emporte. Et ça, on l'a vécu pendant ces derniers jours, avec cette histoire de fermeture de frontières. Pendant la pandémie, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de dires par rapport à cette situation des Marocains à double nationalité, ainsi de suite. Par contre, sur votre vision de la chose,
Et l'idée de laisser s'émanciper ces Marocains qui ont pris le choix de choisir une nationalité ou bien de s'intégrer pleinement, moi je pense le Maroc ne fait pas bloc par rapport à ces gens-là. Mais par contre, sur le champ religieux, comme c'est le cas par rapport à d'autres, le président il l'a dit, il est temps d'arrêter, il est temps qu'on arrête l'ingérence des pays d'origine sur le champ religieux, avec la formation des imams, avec bien entendu, avec les délégations sur l'arabisation et d'autres. Donc, quelque part, il y a une prise de conscience aussi des pouvoirs politiques français sur ce point-là, qui converge à votre avis, hein. Donc, à mon sens, ne concerne pas que les Marocains, concerne presque la totalité des Maghrébins qui se trouvent sur le sol français. Mais les musulmans en France, madame, il n'y a pas que les Maghrébins. Il y a d'autres nationalités. Et ceux qui sont en train de prendre de l'ampleur et de l'ampleur d'une manière assez importante, c'est les Turcs. Et on parle moins. C'est vrai, tout à fait vrai. Et on parle moins. Alors, c'est vrai. Donc, moralité de l'histoire, et à mon sens, il faut protéger ces Français. C'est là où il y a le rôle de la France. Je ne parle pas sur le champ religieux. Je suis français, donc la France doit me protéger par rapport à ces influences. Parce que ils obtiennent des autorisations, on leur ouvre les portes par rapport à des conférences, on leur ouvre les portes par rapport à des investissements, et que vous le savez, le payeur est toujours roi. Donc, ce qu'on est en train de vivre actuellement, cette ingérence d'une manière assez importante, hein, on parle de ce conseil des minorités musulmanes géré par les Émiratis, l'arrivée aussi... Oui, mais vous parlez un petit peu comme si la religion, c'était que de l'argent. Et justement, vu le halal, donc c'est là la question. On n'est plus dans le culte. C'est ça qui m'inquiète. On n'est plus dans le culte. Alors, la différence, c'est que le marché véhicule une norme religieuse, ou en tout cas une façon de concevoir le religieux, qui est, comme je l'ai dit, fondamentaliste. C'est-à-dire, c'est quoi le fondamentalisme? C'est pas un gros mot pour moi, c'est simplement une religion légaliste, dogmatique et intégraliste. C'est-à-dire légaliste qui considère le religieux comme une loi, donc la loi de Dieu est supérieure à la loi des hommes, dogmatique parce qu'il n'y a qu'un seul islam et toutes les autres variations n'existent pas, ce sont des fausses expressions de l'islam, et intégraliste parce qu'il faudrait vivre le religieux tout le temps, en permanence, être dans une espèce de norme religieuse, sous la loi religieuse en permanence, sous la charia. Bon, voilà, c'est pas un gros mot pour moi le fondamentalisme, mais malheureusement c'est cette vision-là de l'islam qui aujourd'hui est hégémonique. Ça veut pas dire que tout le monde la partage, ça veut dire qu'elle est dans le meilleur rapport de force. Elle est la plus grande force qui donne le là en fait de tout, de la pratique et de l'engagement. Et c'est ça le problème. Maintenant, ça ne passe pas que par l'argent, ça passe aussi par la responsabilisation des musulmans et qu'ils ne se laissent pas avoir par ce discours sur l'islamophobie qui en fait sans arrêt des victimes. Quand on n'arrête pas de dire aux gens qu'ils sont des victimes, ils ont le sentiment de l'être. Qu'ils sont impuissants. Alors que ce n'est pas vrai, ce sont des citoyens français qui ont aussi leur responsabilité, leur force de citoyens. Maintenant, on est dans un cadre laïque, c'est-à-dire, effectivement, c'est la religion dans le fort intérieur, dans le cadre laïque. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se voit pas du tout, mais ça veut dire que on ne la partage pas dans l'espace public, on n'essaye pas de convertir les autres. On la garde pour soi. C'est ça l'esprit de la laïcité. De religion, c'est l'absence de prosélytisme. Je suis d'accord avec vous, sauf que le souci qui se pose, et c'est ce qu'on essaie à travers cette émission, de le développer, de donner des pistes de travail, j'ose dire, tout passe par l'éducation. Bien sûr. Et là, l'éducation fait défaut. Et autre chose, aussi, il est temps de revoir la loi 1905. Il est temps de revoir les associations qui joue sur double tableau. Elle lit loi de 1901, mais elle fait du culte. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Ça, c'est pas normal. Il faut effectivement que tout ce qui a trait au religieux, la gestion du religieux, du culte, soit sous loi des 1905, bien sûr. Mais je pense pas qu'il faille revoir la loi des 1905. À titre personnel, je ne lui reproche rien. Écoutez, espérons que la communication aide à mobiliser un petit peu les responsables pour travailler sur l'éducation, parce que c'est avec l'éducation et ce retard que vous avez bien évoqué de plus de 30 ans quand même qui
qui va laisser des traces, hein, qu'on soit clair, mais par contre, il est temps de réagir et de réagir d'une manière intelligente mais progressive, surtout vis-à-vis de nos jeunes. Et c'est là où il y a le vide, et quand il y a le vide, il y a des soucis derrière. Voilà. Donc c'est une alerte qu'on n'a pas cessé de la répéter à travers d'autres personnes qui sont passées dans cette émission. Dans ce vide, on doit faire attention. L'année dernière, avec d'autres personnes, on l'appelle le nouveau terrorisme, le new terrorisme, qui arrive avec la peau d'un oignon. Hein, donc, mais derrière, c'est les mêmes personnes qui ont subventionné, c'est les mêmes personnes qui ont financé dans le passé ce que nous vivons actuellement comme déclin et comme problématique dans ce pays. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup et je vous félicite aussi pour cette émission. Vous invitez effectivement des gens de tous horizons. Je pense que c'est une bonne chose de rester dans le dialogue, dans la recherche, dans la compréhension. On vit en communauté et la communauté, c'est un ensemble unique et compact. Madame Florence Bergeau, merci infiniment de cet éclairage. Préciser à notre auditoire que Madame Florence Bergeau, anthropologue chargée de recherche au CNRS, elle est en poste dans le groupe Société, Religion, Laïcité. Et je vous dis à très bientôt. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, madame. Arc-en-ciel. Avec Abdilatif. L'info libre et crédible.